En tant que femme, tu as le droit de baiser autant que tu veux, quand tu veux, au moment où tu veux. Petit truc assez insidieux, très insidieux, quand tu viens de rencontrer un homme et qui commence à te poser un peu les questions sur ton passé, et puis qui veut un peu continuer à savoir ce qui s'est passé, et qu'il arrive dans la thématique de ta sexualité, c'est ta sexualité. Et si tu as baisé 1 milliard de gars, et voilà, tu as baisé 1 milliard de gars. Parce qu'en fait, très inconsciemment, il y a toujours cette espèce de jugement qu'une femme respectable ne baisse pas avec plus de je ne sais pas combien d'hommes. Parce que eux ont mis l'espèce de quota de ce que c'est qu'une femme respectable, admirable, baisable, mais baisable que par eux. Ça fait baraka. Tu fais ce que tu veux de ton cul, de ta chatte, de tes cheveux, de ta bouche, de ta langue. Il faut absolument dépasser ces systèmes de croyances dépassés et pourris et périmés. Et vraiment se souvenir que ce n'est pas une question de culture et de tradition, même en Europe, même en Occident, avec des blancs, des gris, des jaunes. Il y a toujours ça dans les couples, je dirais même dans les relations entre hommes et femmes. Il y a une forme de, toi tu es une femme, tu dois avoir eu moins de partenaires sexuels, sinon, moi, homme, je te dévalorise. Je te mets une étiquette de femme souillée et sale. Et crois-moi, en 2024, il y a encore ce genre de mouvement-là, je l'entends. Moi-même, je le vis. C'est-à-dire, t'as beau essayer de croire que vous êtes dans une forme de relation ouverte, sécurisée, que vous pouvez vous partager votre intimité du passé, il y a toujours un moment où ça vient comme être utilisé contre toi ou alors contre une forme de je te pourris l'ambiance parce que tu as été t'ouvrir à ta sexualité en tant que femme alors que tu connaissais pas encore le gars. Donc ça, c'est vraiment à garder à l'esprit. Mesdames, faites ce que vous avez envie. Et votre cul est le vôtre. Et il n'y a pas de compte à rebours par rapport à combien tu as. Non, 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 non. Un homme, il fait ce qu'il veut. Une femme, elle fait ce qu'elle veut. Et ça doit vraiment rentrer dans la tête des femmes qui élèvent des filles. Vraiment, mesdames. Et des garçons. Vraiment, mesdames. Élevez bien vos garçons. Pour que ce soit bien introduit dans la tête de cette nouvelle génération qui, j'espère, pourra ne plus devoir combattre dans leur vie future entre une femme à moins de droits et encore moins dans un aspect qui est légitime. La sexualité est un espace où on ne vient pas foutre son nez dedans. Non, chacun fait ce qu'il veut. Et ça, ce jour-là, je peux vous jurer qu'il va y avoir une plus grande paix dans le monde. Donc on a toutes entendu, on a toutes, je dirais, des missions et des devoirs et du pain sur la planche. Ouvrez-vous, mesdames, et puis si ça va pas avec la personne avec qui vous êtes par rapport à cette thématique, vous swipez et puis vous retrouvez quelqu'un avec qui vous sentez que cette dimension-là, elle ne vient pas remettre en cause la relation. Ça n'a rien à voir. Tu fais ce que tu veux de ton cul, tu t'éclates et de toute façon, tu as le devoir de venir t'épanouir dans cet espace-là parce que la vie te le rattrapera. Tu vas avoir des problèmes de santé, tu vas avoir des problèmes intérieurs, émotionnels. Ça va te prendre la tête. Une femme grandit comme un homme, mais une femme grandit par le rite initiatique de son corps, la découverte de son corps, la découverte de la sexualité par plusieurs voies qu'elle veut. Il n'y a pas à venir s'immiscer dans qu'est-ce qu'elle a envie de faire, comment et avec qui. C'est incompatible avec le chemin de guérison et de thérapie dans la vie de son intimité. Voilà, je te souhaite vraiment de pouvoir t'ouvrir de plus en plus et surtout jeter une toute forme de culpabilité de rien du tout. Tu es coupable de rien, tu es responsable de reprendre ta vie là où tu as envie. Le discours du « passé ne compte pas » est une manipulation biologique. Pour un homme, le passé sexuel d'une femme, le body count, est l'indicateur principal de sa capacité d'attachement, de sa fidélité future et de son respect pour l'intimité. Ta ligne de conduite ne négocie jamais tes standards. Si une femme considère que son passé est un espace où tu n'as pas ton nez à fourrer, elle t'exclut de sa réalité morale. Une femme qui revendique le droit d'avoir eu un nombre illimité de partenaires cherche à normaliser l'instabilité. Stratégie. Ne juge pas, ne discute pas, élimine. Tu n'as pas à éduquer une femme sur sa propre valeur, tu sélectionnes celles qui partagent déjà tes valeurs, de l'exclusivité et de la dignité. Règle : une femme
qui te dit de swiper si tu n'acceptes pas son passé te rend service. Fais-le immédiatement. Ma mère m'avait laissé 2 semaines pour trouver un mari en Tchétchénie. Malheureusement pour elle, personne n'a voulu de moi. Elle avait vidé toute mon armoire, elle avait mis toutes les affaires dans des cartons parce qu'elle était persuadée que j'allais trouver quelqu'un et que j'allais rester là-bas. Elle avait carrément vidé l'entièreté de ma coiffeuse. Non mais je rêve. Franchement, je comprends toujours pas comment j'ai fait pour trouver personne. Pourtant, j'étais H24 bien habillée, bien maquillée. C'est bizarre, non? Vous êtes d'accord avec moi? Du coup, là, je devais ranger la fameuse valise qu'on m'avait confisquée à l'aéroport. Vous savez, en Tchétchénie, je faisais que des cauchemars comme quoi on me rendait plus la valise, que j'allais plus revoir ma trousse, que j'avais mis tout mon maquillage. Bon, je vous vois arriver certains, je sais, c'est que du maquillage et tout, mais voilà, vous pouvez pas comprendre notre amour. Bon, après 4 heures, j'ai enfin fini de ranger la coiffeuse. Du coup, là, je devais sortir. Malheureusement, je peux plus mettre mes robes de grand-mère ici. C'était grave pratique. D'ailleurs, on préfère à quel genre de tenue, ici ou en Tchétchénie? Ici, je peux plus chasser, donc direction à la boucherie pour acheter du poulet pour faire des galnaches. 21 € le poulet fermier. Je crois que je vais retourner en Tchétchénie, c'est mieux. Bon, là, fallait mettre un petit foulard pour cacher les cheveux, pour pas que les cheveux tombent dans la pâte. D'ailleurs, j'avais même pas commencé, que j'étais déjà fatiguée. Je sais pas si je pourrais me marier, parce que quand t'es mariée, tu dois faire à manger plusieurs fois par jour, et moi, 1 fois par semaine, je suis déjà KO. Bon, là, j'étais émue parce que je me dis que dans la vie, il y a des femmes qui n'ont pas eu cette chance de savoir cuisiner comme moi, donc force à vous. J'espère juste que mon crush ne verra surtout pas cette vidéo, parce que s'il voit l'état de mes galnaches, il voudra plus de moi après. Ne te laisse pas aveugler par le vernis maquillage, tenue. Ici, le discours révèle une immaturité structurelle. Elle cherche un mari comme on cherche un trophée, mais avoue être KO à l'idée de cuisiner plus d'1 fois par semaine. L'investissement esthétique n'est pas un indicateur de valeur domestique ou de capacité à bâtir un foyer. Si elle chasse, hunting, sur la base de son apparence, mais n'a aucune discipline de vie, elle sera un poids mort dans une relation sérieuse. Ta stratégie évalue la compétence réelle derrière l'image. Un contenu drôle sur la paresse domestique cache souvent une incapacité réelle à assumer les responsabilités d'un couple. Règle, une femme qui mise tout sur le paraître pour trouver un mari finit souvent seule ou mariée par dépit. Ne sois pas l'option par défaut de celle qui n'a trouvé personne. Les filles, s'il vous... J'en perds la parole. Les filles, s'il vous plaît, depuis hier, je suis étonnée. Je fréquente un gars qui m'a donné son ordre de priorité dans la vie, sa mère, sa grande sœur, sa femme, ses enfants et enfin ses amis. Soyez étonnés, mais je pense que tu voulais dire honnête avec moi. Ah. Alors, le gars va venir te sortir de chez tes parents. Hein? Je sais pas si tu es d'origine africaine ou autre ou quoi que ce soit, peu importe. Ou d'origine antillaise, je sais pas, mais tu m'as l'air d'être une noire. Donc, partons dans le principe que tu es africaine, antillaise, tout ça, tout ça. Le gars va venir te sortir de chez tes parents dans le confort que ton papa et ta maman t'ont donné pour te mettre dans un ménage, pour te marier, que tu puisses t'occuper de lui. Et tu passes après sa maman, mais ça n'a pas de logique. Ah non, ma chérie, il faut sortir de là. En plus, tu passes après sa maman et après sa sœur. C'est ridicule. Sa maman a un mari, donc son mari va s'occuper d'elle. Sa sœur a un mari, le mari de sa sœur va s'occuper de sa sœur. Et toi, tu es sa femme, tu es la priorité. Ah non, quand vous vous mariez devant Dieu, peu importe le Dieu, tu ne fais plus qu'un avec ton mari. Ton mari et toi, vous êtes liés. Donc comment ça, sa maman et sa sœur, elles passent avant toi? Après, bon, ma chérie, voyons le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Tu passes avant les amis quand même. Donc c'est déjà pas mal. La hiérarchie des loyautés est ton rempart. Un homme qui place sa mère et sa sœur en haut de ses priorités est un homme qui possède des racines et un sens du devoir. Le discours moderne, qui pousse la femme à exiger la place de numéro 1 absolu dès le départ, est un piège narcissique visant à isoler l'homme de son clan. Ta stratégie: protège ton socle familial. Ta mère t'a construit, ta sœur est ton sang. Ta femme est celle que tu as choisie pour bâtir le futur. Son importance est capitale, mais elle ne doit jamais entraîner le reniement de tes dettes morales envers ceux qui t'ont soutenu avant elle. Une femme qui refuse ta piété filiale est une femme qui, à la première crise, te demandera de choisir entre elle et tes principes. Reste ferme sur ton ordre de priorité. C'est le garant de ta stabilité. Règle: ta valeur d'homme se mesure à ta fidélité envers ceux qui n'ont rien à te donner en retour. Je recommence ma vie, tu me passes 10 millions d'euros et je m'éloigne de ce quartier et je grandis pas dans ce quartier avec ni cette mentale ni ces codes-là. Je te dis non. Je te dis non. Parce que les codes et cette valeur-là, les 10 millions d'euros, je vais les perdre. C'est pas un problème. Mais la valeur qu'on m'a inculquée, je sais que je peux pas la retrouver ailleurs. Okay, c'est sûr. Ce que tu dis, c'est fort. Ce quartier-là, il a un rôle très important. Si je te parle sérieusement, si j'aurais pas été de ce quartier-là, je sais pas
comment j'aurais pu devenir ou ma mentalité si j'aurais la même détermination, la même ténacité que j'ai actuellement. Je trouve ça très intéressant. Vouloir défendre les valeurs de son quartier, je trouve ça incroyable. Avoir grandi quelque part, te rendre compte de tout ce que ça t'a donné, l'abnégation, la discipline, l'envie de toujours aller plus loin, etc. Mais je pense qu'il y a un truc, et ça c'est un vrai problème. On a banalisé le fait de parler de sommes qu'on ne connaît pas. Alors moi je vais vous en parler, de toute façon il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. 10 millions d'euros, avec tout le respect, je ne pense pas qu'il y ait plus de 20 combattants français qui puissent atteindre cette somme. 10 millions d'euros, on parle de 10 millions d'euros sur ton compte, à toi. Pas de 10 millions d'euros que tu as reçus et que tu vas devoir redistribuer à toutes les équipes, de gagner de l'argent dont la moitié va être repris par l'URSSAF. 10 millions d'euros, bordel de merde. Je veux dire, est-ce qu'on sait ce que c'est 10 millions d'euros? Est-ce que dans toute sa famille, la somme des problèmes, est-ce que ça vaut 10 millions d'euros? Je pense même pas. C'est une bonne chose, le quartier est top, le fait d'avoir grandi d'une certaine manière, code, les valeurs, non, tout ça, félicitations. Ça va te permettre de t'aider et d'évoluer, à pouvoir rester pieux et honnête. Et s'il vous plaît, ne parlons pas de sommes que nous ne connaissons pas. En tout cas, qu'on n'a pas sur le moment. L'argent là, tu n'as pas encore touché. C'est pas parce que tu connais un individu qui lui a touché ça, que toi aussi tu vas gérer de la même manière que lui. Ce sera seulement quand tu seras dans la situation que tu pourras vraiment gérer les choses comme tu devras le faire. Comme d'habitude, venez me donner votre avis dans les commentaires. La paix sur vous, c'était le West. La fétichisation de la galère est un frein à l'ascension. Refuser une opportunité massive 10 millions pour garder les codes du quartier est une erreur stratégique majeure. L'identité ne doit pas être une prison, mais un levier. Ta stratégie maîtrise la réalité des chiffres. Beaucoup parlent de millions sans comprendre la liberté structurelle qu'ils procurent. Sécurité familiale, impact social, fin du salariat. Les valeurs du quartier, discipline, ténacité, ne sont utiles que si elles te servent à sortir de la précarité, pas à y rester par nostalgie. Point clé, l'argent ne change pas qui tu es, il révèle ce que tu es capable de faire quand tu n'as plus de contraintes. Ne sacrifie pas ton futur héritage sur l'autel d'une loyauté géographique qui n'aura pas la même générosité envers toi en cas de besoin. Règle, ta valeur n'est pas dans l'endroit où tu as grandi, mais dans ta capacité à transformer tes principes en puissance concrète. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent me raconter leurs histoires en PV. Et il y en a une qui m'a demandé de raconter son histoire. C'est quelque chose qui l'arrange, mais elle n'en a pas parlé à ses proches parce qu'elle ne veut pas refaire vivre tout le drame à ses proches. Donc, elle m'a demandé de raconter son histoire. Bref, je vais essayer de ne pas être long. Mais voilà, je vais vous la raconter du coup. Pour aller plus vite, je vais dire je. Je ne vais pas dire elle a dit. Non, je vais dire je. D'accord? Bref. Donc, elle m'a dit ceci. Mes parents ont 2 enfants, ma soeur et moi. Ma soeur est venue en France pour faire ses études et moi, je suis allée dans un autre pays pour faire mes études. Après ses études, ma soeur, elle a rencontré un homme qui lui aussi était venu à la base pour faire ses études, mais ils ont décidé de s'installer ici. Ils se sont mariés, ils ont eu 2 enfants eux aussi également. Un jour, on m'appelle et j'apprends que ma soeur nous a quittés. Il y a eu un accident de voiture. Du coup, les enfants sont avec mon beau-frère. Ma soeur, avant qu'elle nous quitte, elle m'avait déjà parlé du fait que mon beau-frère l'a trompée avec une autre personne et qu'elle avait vu les conversations, elle avait vu les messages et elle pétait un câble en fait. Donc moi, j'ai essayé de la réconforter comme je pouvais, mais elle m'a dit laisse, elle va gérer. Il faut savoir que ma soeur, en tant que bonne pratiquante, pour elle, il était hors de question de divorcer. Elle voulait absolument sauver son mariage. Donc quand on apprend le décès de ma soeur, il y a eu le temps de l'enquête pour savoir dans quelles circonstances elle est partie, si elle était au téléphone, si elle était sous le coup de l'alcool, bref, des trucs comme ça. Et l'enquête a un peu duré, mais bref, ils ont clôturé, elle n'était pas sous alcool, et j'ai pu récupérer ses affaires. Maintenant, quelques temps plus tard, j'apprends que mon beau-frère, il a pété un câble et qu'il a été interné en hôpital psychiatrique. J'avais de la peine pour lui, beaucoup de gens avaient de la peine pour lui parce que on se disait le pauvre, il a perdu sa femme, il a fait une dépression, il a fait une TS, il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. Du coup, ça fait que mon neveu et ma nièce ont été placés parce que les 2 personnes n'ont personne en France. Et moi, je vis dans un autre pays, je suis étudiante, je suis dans une résidence étudiante, j'ai pas les moyens de m'occuper des enfants et il faut que je finisse mes études en fait. Parce que là, en plus, clairement, du coup, il reste que moi comme enfant à mes parents. Donc le temps passe, j'essaie d'avoir des nouvelles de mon beau-frère, mais c'est compliqué parce que déjà moi à la base on se parlait pas beaucoup, même si c'était le mari à ma soeur et tout. Et en plus comme je savais ce qu'il lui faisait, disons que nos rapports n'étaient pas très, voilà, c'était cordial mais ça s'arrêtait là. Sauf qu'un jour en fait, j'ai un problème avec mon téléphone. Étant étudiante, j'ai pas beaucoup de moyens, donc je décide de prendre le téléphone de ma soeur parce qu'il m'a été confié. Je décide de prendre le téléphone de ma soeur, de réparer l'écran qui a été cassé
et bah, de l'utiliser en attendant de trouver de l'argent pour acheter un nouveau téléphone. Là, quand je l'ai lu, franchement, je sais pas pourquoi je l'ai fait, parce qu'à la base, je voulais pas le faire. Mais je vois ces dernières conversations, je vois ces messages, je vois ces photos. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait, le jour de l'accident, 2 jours avant, son mari, pendant 2 jours, il n'est pas rentré à la maison. Et il n'a même pas eu les couilles de venir la voir en face et de lui dire les choses. Il est resté chez sa meuf et il lui a envoyé des vocaux. Il lui a dit qu'il voulait divorcer, qu'il en avait marre de cette situation et tout. Et ma soeur, elle tenait tellement à son mariage qu'elle ne voulait pas divorcer. Donc elle a dit, de toute façon, je sais où tu es, je vais venir te chercher, il faut qu'on discute, machin truc. Et c'est comme ça qu'elle a pris le volant. Donc en fait, elle a eu un accident sur le trajet en allant voir son mari, qui n'était pas rentré depuis 2 jours à la maison. Donc ça, il le savait parfaitement parce que dans les messages, elle a clairement dit, de toute façon, j'arrive, je vais débarquer, on va discuter. Donc je sais qu'il savait que si elle a eu un accident, c'est parce qu'elle partait le voir, elle partait le chercher. Donc il a un pote avec qui j'étais en contact et tout, donc je parle avec lui, mais je ne lui raconte pas l'histoire parce que pour respecter la mémoire de ma soeur, parce que ma soeur, elle ne voulait pas que ça s'effrite de base, de toute façon. Enfin, j'essaie d'avoir des informations par rapport à mon beau-frère, comme c'est son pote et tout. Et c'est là que lui me dit qu'en fait, s'il est rentré en hôpital psychiatrique, c'est pas parce qu'il a perdu ma soeur. C'est parce que la meuf avec qui il était n'a pas voulu l'épouser parce que ses parents étaient contre leur relation. Donc en fait, j'ai perdu ma soeur. Mes neveux ont été placés. Toi-même, tu as fini en HP parce que tu as fait une tentative de suicide parce que ta meuf, elle veut pas de toi. Elle a mis fin à votre relation. Tu as pété un câble. Tu as gâché toute une famille pour une personne qui ne t'aimait même pas, en fait. Toi, tu as voulu quitter ta famille pour cette personne-là. Et elle, parce que ses parents étaient contre votre relation, elle t'a lâché comme ça. Enfin, ça, j'ai pas envie de le dire à mes parents parce que j'ai pas envie qu'ils revivent le drame. Mais je vous jure, ça m'énerve de voir que les gens ont de la peine pour lui. Alors que c'est à cause de lui, clairement, que j'ai perdu ma soeur, en fait. Et ça, je te jure, je vis avec ça. Ça me rend malade. Et cette meuf-là, j'en suis sûre qu'elle savait. Elle sait pourquoi ma soeur est partie. En fait, je me dis, ma soeur, elle a souffert à cause d'elle. Jusqu'à elle a laissé sa vie. Et elle n'a pas été fichue d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle a créé, en fait. Parce qu'à cette heure-ci, si elle était restée avec lui, au moins s'ils étaient allés jusqu'au bout, mes neveux seraient encore avec leur papa, en fait. Même si leur maman, elle est partie. Mais là, ils ont perdu leur mère. Leur père, il est instable. Maintenant, ils se retrouvent dans des familles d'accueil. Tout ça pour une histoire de meuf. Ça, c'est quoi ça encore? Non, si vous avez d'autres pépites comme ça, venez me raconter. On dirait un film. Mais elle m'a montré des captures. Tellement je croyais pas. En fait, je sais. En fait, je pense que je vais prendre une nouvelle puce. Comme ça, les gens ils pourront me raconter leurs histoires sur WhatsApp. En anonyme. Mais par contre, moi, je raconte que si vous me montrez des preuves. Hein. J'ai pas dit je veux voir des photos de la personne ou le numéro, je sais pas quoi. En tout cas, je ne raconte que s'il y a une preuve de ce que tu me racontes. S'il n'y a pas de preuve, garde ton histoire pour toi. Voilà. Nous, on veut des preuves. Je ne vais pas afficher, mais je vais être convaincue de ce que tu me racontes avant de raconter. Cas extrême de destruction par désalignement émotionnel. Le mari quitte sa famille pour une relation instable, évite la confrontation, déclenche une chaîne d'événements irréversibles. Règle, ne prend jamais de décision majeure sous impulsion émotionnelle, infidélité, fuite, rupture. Tout se paie. Deuxième point. Affronter est supérieur à fuir. Un homme qui annonce une rupture par message perd le contrôle de la situation et crée du chaos. Troisième point. Responsabilité indirecte. Même sans faute légale, tes choix peuvent déclencher des conséquences dramatiques. Stratégie. Discipline, clarté, confrontation directe. Tu fermes proprement avant d'ouvrir ailleurs.
Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.